Et si le futur ne ressemblait à rien de ce qu'on imagine? Et si on pouvait s'y préparer autrement qu'en réagissant trop tard? Aujourd'hui, face aux incertitudes technologiques, écologiques et sociales, une question essentielle se pose. Comment imaginer l'avenir autrement que par la peur ou la spéculation hasardeuse? Dans les entreprises comme dans les villes, les signaux faibles s'accumulent. Les innovations s'accélèrent, mais souvent, la vision manque. Et sans vision, difficile de faire des choix éclairés. Une nouvelle approche émerge, le design fiction. Ni pure storytelling, ni simple prospective, cette pratique hybride mobilise le design, la science-fiction et les méthodes de l'innovation pour fabriquer des futurs tangibles. À quoi ça sert? À créer le débat, à rendre visibles les angles morts, à tester nos idées dans des univers plausibles, à décaler notre regard pour mieux comprendre les implications de nos choix présents. On ne parle pas ici de rêverie futuriste pour designers branchés, on parle d'un outil stratégique utilisé par la NASA, par la SNCF, par des collectivités ou des startups. On parle d'ateliers où l'on conçoit des objets fictifs pour poser des questions bien réelles. Aujourd'hui, entreprises, collectivités, écoles, startups, toutes s'emparent du design fiction pour transformer l'incertain en levier de transformation. Ce n'est plus un outil de rêveur, c'est une méthode concrète, créative, mobilisatrice. Dans cet épisode, on plonge dans ce monde singulier, où le futur n'est plus une prédiction, mais une matière à manipuler, à prototyper, à débattre. Vous êtes prêts? Bienvenue dans le monde spéculatif du design fiction. Bienvenue en 2040. Vous marchez dans une ville où chaque bâtiment respire. La lumière s'adapte à vos émotions. Les arbres urbains diffusent non seulement de l'ombre, mais aussi des données environnementales en temps réel. À l'angle d'une rue, un enfant analyse votre humeur grâce à un badge biodata pour ajuster son stand de jeux cognitifs. Dans un café, vous commandez un souvenir à revivre. La serveuse vous tend une capsule sensorielle. À quelques mètres de là, une bibliothèque publique vous propose d'imprimer votre journal personnel de demain. Plus loin, dans une clinique communautaire, un médecin IA vous interroge sur vos émotions de la semaine. L'interface ne prescrit pas des médicaments, mais vous connecte à une communauté locale de soutien par affinité. La publicité n'existe plus. Elle a été remplacée par un système d'offres synchrones. Les objets eux-mêmes vous proposent leurs usages dans une langue que vous comprenez, adaptée à votre humeur, votre énergie et votre situation du jour. Dans cette ville, la majorité des services sont gérés par des collectifs citoyens. Pas de mairie centrale, un réseau de décisions temporaires et tournantes avec une seule règle, chaque décision doit pouvoir être racontée à un enfant de 10 ans. Le design fiction, ce n'est pas une vision de rêveur, c'est un outil d'enquête sur ce que nous voulons ou ne voulons plus. C'est une façon d'interroger nos habitudes, nos peurs, nos espoirs. Dans un lycée, des élèves créent une administration fictive où les décisions publiques sont prises par des simulations éthiques. À Lille, une start-up conçoit des vêtements de travail émotionnel qui réagissent au stress. À Dunkerque, un tiers-lieu imagine la démocratie participative via des algorithmes open source. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des scénarios, ce sont des outils de projection, car parfois, pour mieux parler du présent, il faut s'autoriser à imaginer l'extraordinaire. Et si nous cessions d'attendre? Et si nous utilisions l'imaginaire comme matière première de nos projets? Et si le futur devenait un terrain d'expérimentation concret, ludique, collectif? Et si le design fiction devenait un réflexe partagé? Dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos institutions, et jusque dans nos familles. Car si l'on peut simuler des produits, des villes ou des technologies, on peut aussi simuler des conflits, des alliances, des réconciliations. On peut désamorcer les peurs en les mettant en scène. Et si l'on enseignait le design fiction dans les collèges, comme on enseigne les maths ou l'histoire? Et si chaque génération pouvait s'entraîner à rêver, à débattre, à concevoir le monde qu'elle souhaite? Et si, au lieu de regarder passivement les tendances, on les transformait en hypothèses concrètes? Et si chaque citoyen devenait acteur des futurs qu'on nous annonce? Le design fiction, c'est aussi un prétexte pour réunir, pour croiser des regards, pour entendre un ingénieur, une étudiante, une mère de famille et un élu imaginer ensemble ce qu'ils espèrent ou redoutent de demain. C'est un langage commun pour celles et ceux qui n'ont pas toujours les mots, mais qui ont des idées. C'est un terrain de jeu sérieux mais ouvert pour redonner une forme d'agilité à notre rapport au monde. Parce qu'on ne peut pas tout prévoir,
mais qu'on peut tout questionner, parce que le monde change vite et que ne rien imaginer, c'est déjà se résigner. Ce monde n'existe pas encore, mais il a été exploré, raconté, débattu dans un atelier de design fiction. Chaque détail, chaque service, chaque objet de cette ville imaginaire est né d'une intention stratégique, questionner nos usages, anticiper des transformations, déconstruire nos automatismes. Le design fiction ne prédit pas, il projette, il ne rassure pas, il alerte, il rend visible des futurs possibles, parfois désirables, parfois effrayants, pour mieux éclairer nos choix d'aujourd'hui. Et s'il ne tenait qu'à nous d'écrire ces futurs ? Le design fiction n'est pas né dans les laboratoires d'innovation. Il s'est construit en marge, à la croisée de la science-fiction, de l'art spéculatif et du design critique. Son ambition ? Interroger nos futurs à travers des récits concrets, tangibles, accessibles. Là où la prospective propose des trajectoires, le design fiction en met en scène les conséquences, parfois absurdes, parfois éclairantes. Dans les années 60, l'Italien Bruno Munari explore le rôle de la fiction dans le processus de conception. Il imagine des objets impossibles, détourne les usages, brouille les frontières entre fonction et narration. Sans poser les bases directes du design fiction tel qu'il est défini aujourd'hui, ces recherches critiques ont néanmoins influencé les générations suivantes de designers. C'est véritablement au début des années 2000 que le design fiction prend forme. En 2005, lors d'une conférence à Pasadena, Bruce Sterling, romancier de science-fiction et penseur des cultures numériques, popularise l'expression design fiction. Il y associe l'idée de narration spéculative, articulée autour d'objets fictifs et plausibles. La notion d'artefact diégétique, quant à elle, est introduite par David A. Kirby, qui montre comment les objets de fiction dans les films influencent les imaginaires technologiques, jusqu'aux concepteurs et ingénieurs. En 2009, Julian Bleecker, alors au sein du Near Future Laboratory, prolonge ses réflexions dans un essai devenu référence, Design Fiction, a short essay on design, science, fact and fiction. Il y défend l'idée que le design fiction n'est pas un outil de prévision, mais un levier de discussion stratégique. Son objectif, rendre tangibles les questions qui se posent autour des choix d'innovation. Surtout, il insiste sur la matérialité des artefacts, journaux fictifs, manuels d'utilisateurs, catalogues de produits, qui rendent le futur crédible et familier. Cette posture a été pleinement incarnée par Nicolas Nova, anthropologue des technologies, co-auteur du Design Fiction Manual. Il a largement contribué à structurer la discipline dans l'espace francophone. Pendant plus de 15 ans, ses projets, ses expositions, ses interventions ont démontré comment des objets fictifs peuvent nous aider à penser l'incertain, à formuler des hypothèses collectives, à confronter nos représentations. Le design fiction, pour lui, était avant tout un langage critique. Il permettait d'exprimer nos tensions, nos espoirs, nos seuils de rupture. Dans cette dynamique d'expansion, le Royal College of Art de Londres devient un centre d'innovation incontournable. Le duo Dune et Rabi, figure pionnière du design spéculatif, conçoit des objets critiques pour interroger les normes et les imaginaires dominants. Leur projet, United Micro Kingdoms, qui imagine 4 futurs alternatives pour la mobilité britannique, en est une illustration emblématique. Aux États-Unis, le UC San Diego Design Lab croise technologie, société et design fiction. Cette méthode y est utilisée dans des cadres de recherche, de concertation ou de stratégie publique. Loin d'être cantonné à l'univers des designers, le design fiction devient une grammaire utile pour explorer des modèles sociaux ou politiques alternatifs. Dans l'univers de l'entreprise, des démarches proches apparaissent chez Philips Design, chez Google ou chez IDEO. En 2015, IKEA présente une Concept Kitchen 2025 au Salon de Milan. Une installation immersive, co-conçue avec IDEO pour imaginer l'expérience culinaire de demain. L'objectif ? Projeter le public dans un quotidien alternatif, poser des questions concrètes, provoquer des réactions. En France, le design fiction se diffuse lentement mais sûrement. À l'ENSCI, à Sciences Po, au CNAM, dans certaines écoles d'urbanisme, il est aujourd'hui enseigné comme méthode de prototypage stratégique. Des praticiens comme Léa Cher, cofondatrice de Future Agency et autrice de Step Back, illustrent cette hybridation croissante entre facilitation, créativité et spéculation. Léa Cher incarne une nouvelle génération de praticiens qui enrichissent le champ du design fiction par des approches transversales, ancrées dans le conseil, la narration et l'expérimentation collaborative. Cette expansion touche aussi les territoires. Dans plusieurs métropoles françaises,
Des collectivités organisent des ateliers participatifs, des résidences d'artistes ou des expositions collaboratives centrées sur les futurs souhaitables. Le design fiction devient alors un outil de concertation, un levier d'inclusion, un support de débat citoyen. Il mobilise des publics variés, étudiants, élus, habitants, ingénieurs, usagers. Et ce mouvement dépasse les frontières. À Singapour, le design fiction aide à penser l'impact du vieillissement sur les infrastructures. Au Canada, le ministère de la Défense l'utilise pour projeter les effets du changement climatique sur les missions civiles et militaires. Aux Pays-Bas, certaines écoles d'ingénieurs l'intègrent dans leur cursus pour entraîner les élèves à naviguer l'incertitude. Car le design fiction ne sert pas qu'à innover, il sert à dialoguer, à révéler les angles morts, à confronter des visions opposées. Il fonctionne comme une ressource civique, souvent plus puissante qu'un rapport d'experts. Il donne corps à des hypothèses. Il rend visible l'impensé. Il invite à prendre position. S'il gagne aujourd'hui du terrain, c'est parce qu'il répond à un besoin profond, celui de remettre l'imaginaire, le politique et l'émotion au cœur des stratégies collectives. Il ne remplace pas l'analyse, ni la planification. Il les prolonge, il les éclaire, il les questionne. C'est là l'un de ses apports fondamentaux. Catalyser l'action à partir de la fiction. Transformer une idée en conversation. Une conversation en prototype, un prototype en dynamique collective. Face aux transitions écologiques, numériques ou sociales, il offre une boussole narrative. Le design fiction, en ce sens, est bien plus qu'un outil. C'est un langage de transformation, un levier d'émancipation, une pédagogie du possible. Il nous rappelle que les futurs ne sont ni à craindre, ni à subir, mais à débattre, à construire, à expérimenter. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Philippe, vous êtes architecte, plasticien, vous êtes créateur de récits, vous êtes un sculpteur du réel, en fait. Vous multipliez les pratiques artistiques en y injectant une rigueur de la technique, peut-être héritée de votre formation d'architecte, et vous êtes installé à Lille. Comment est-ce que vous compléteriez cette présentation ? Je ne peux pas faire beaucoup mieux que ce que vous venez de faire. Hein. Oui... Effectivement, il y a cette rigueur de l'architecte quand même qui plane un petit peu sur tout l'ensemble de mon travail parce que il s'agit d'organiser des idées. Voilà, il y a toujours cette... disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser plusieurs types de médiums pour, suivant les sujets abordés ou les gens avec qui je vais travailler, trouver une situation de confort qui va le mieux à tout le monde. Et voilà. Mais du coup, j'utilise l'architecture à la fois comme médium et aussi à la fois comme manière d'organiser les choses. Ouais. Parmi ces médiums, on va se pencher sur le design fiction, si vous voulez bien. Bien sûr. Peut-être commencer par votre définition de cette pratique. Moi, je considère que le design fiction, c'est une posture. Okay, ça fait partie du champ de la R&D, donc recherche et développement. C'est un peu particulier comme exercice parce que ça répond pas vraiment à une commande précise. C'est pas très bien établi. On ne sait pas toujours quel est le but à atteindre au final. Essentiellement parce que ça mobilise en fait une énergie collective. Un groupe qu'on connaît pas forcément au début, des problématiques ou des envies qui sont pas toujours évidentes à déterminer. Et aussi, ce qui est important, c'est que ça implique une réflexion globale, systémique et transversale. Donc ça nécessite quand même une implication importante de chacune des parties, aussi bien je veux dire le facilitateur, en gros moi, et puis le groupe qui veut faire cet exercice-là. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans le design fiction, c'est que ceux qui pensent qu'ils vont sortir du temps qui est alloué à cet exercice-là, à la sortie de ce temps-là, ils vont arriver à une solution, se trompent. Clairement, puisque là, le but du design fiction, c'est pas d'amener des réponses, mais par contre, c'est de poser les bonnes questions. Voilà.
Et souvent, en fait, on se rend compte que la plupart des impasses, enfin, des gens qui prennent les mauvaises directions, c'est juste parce qu'ils n'ont pas posé la bonne question. Voilà. On est un peu dans la dimension artistique de la discipline et peut-être qu'on peut faire un petit parallèle avec l'architecture. Le travail de l'architecte, vous me dites si je me trompe, mais est-ce que c'est pas déjà un peu de déposer de l'imaginaire dans le bitume? Alors, dans le bitume, je déteste le bitume. Donc de casser le bitume avec de l'imaginaire. Plutôt, ouais. Je pense qu'il faut plutôt imaginer la petite fleur qui pousse au milieu du bitume. C'est plutôt ça qui est intéressant dans l'architecture. L'idée, c'est d'amener de la poésie. C'est aussi... l'architecture, ça sert à concevoir des espaces. Ça organise la matière d'une certaine manière pour offrir des espaces où il y a de la vie qui va se construire et voilà, c'est des opportunités de vie, quoi. Moi, la masse inerte m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est plus le vide, finalement, puisque c'est celui qui est appropriable par tout à chacun. Et parmi toutes les méthodes de prospective que vous utilisez dans vos différentes disciplines, en quoi le design fiction peut avoir votre préférence? Alors, je pense que de tous les médiums, de tous les supports conceptuels avec lesquels j'ai pu travailler, c'est celui qui se rapproche le plus du cinéma, avec une part d'improvisation, un peu free jazz. Et enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en gros, ce que j'aime, c'est que il faut à la fois avoir une vision transversale des choses, c'est-à-dire qu'il faut connaître pas mal de choses sur la technologie, sur l'économie, sur la sociologie, sur l'anthropologie, et en même temps avoir une écoute et une approche maïeutique des choses pour amener un groupe au-delà, enfin de l'amener à dépasser ses propres limites qui sont liées à un imaginaire souvent malheureusement sclérosé, quoi. En fait, moi, ce que j'aime dans le design fiction, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez jubilatoire dans l'enfant qui aide à des gens à prendre des décisions. Ce qui est un peu magique et qui est un truc qui est complètement disparu dans nos sociétés. Un retour aux sources, justement, pour revenir à la source de votre intérêt pour cette pratique. Comment vous êtes venu au design fiction? C'est rigolo parce que en fait, moi, j'en ai toujours fait, mais je savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est simple. En fait, dans mes études d'archi, mon diplôme d'archi, c'était déjà ça. C'est-à-dire que j'avais créé des objets, parce que c'est ça le design fiction, en fait. On crée des artefacts qui peuvent être de différentes natures. Alors c'est vrai que le design fiction, les designers se sont un peu emparés du sujet parce qu'il y a design, alors forcément ça leur parle, mais on fabrique pas uniquement que des objets. Enfin, ça peut être une architecture, ça peut être même un espace urbain, ça peut être plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que les artefacts qui sont créés deviennent des pivots narratifs. Et ça devient presque des acteurs, les acteurs principaux. Le premier rôle, ça devient un objet, donc c'est un peu étonnant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que avec ces objets-là, on vient articuler du coup le champ des possibles. Et du coup, c'est comme, alors je dis champ du possible parce que j'aime bien le truc champ, parce qu'il y a un troupeau, il y a des clôtures, et donc en fait, si le champ il a envie le troupeau de vaches il a envie de, enfin pardon pour les clients, enfin bon. Imaginons, je suis un berger, il y a un troupeau, voilà. Si malheureusement le troupeau ne peut brouter que cette pauvre herbe qui est en train de brûler, c'est dommage. Donc c'est au berger de dire bon attends, je vais prendre la clôture, puis on va plus aller là-bas parce que l'ombre elle est mieux, l'herbe elle sera plus fraîche et du coup mon troupeau aura beaucoup plus d'idées. C'est un engrais. Ouais.
Oui, si on veut, ouais. Est-ce que, par ailleurs, est-ce que c'est, selon vous, plutôt une pratique collective ou quelque chose d'éminemment personnel C'est assez ambigu. En vrai, il y a des temps. C'est-à-dire que moi, je considère que dans le design fiction, ça se passe en plusieurs étapes. Et c'est comme faire son thé. D'abord, on fait pousser la plante, ensuite on va récolter, ensuite on fait sécher, et ensuite on infuse à bonne température, et ensuite on boit avec l'accord. Donc ces temps-là, ils sont à peu près similaires à ceux du design fiction. C'est-à-dire qu'un groupe arrive, dans design fiction, il y a fiction, mais c'est aussi parce qu'il y a un héritage de la science-fiction. Hein. Design fiction, il me semble que c'est Bruce Sterling, qui est un auteur de science-fiction, qui a donné ce nom-là en 2005, donc il y a une vingtaine d'années. Et donc, la science-fiction, il y a un corpus d'imaginaire. Et des fois, c'est quand même important que sur un sujet donné, moi, je vais arriver avec des références qui peuvent être du cinéma. Enfin, ça va être souvent de la culture pop, hein, parce que bon, la science-fiction, ça reste de la culture pop, même si c'est malheureusement, je pense, dommage. On va prendre de la bande dessinée, des livres, des romans de science-fiction et des bouts de cinéma, enfin des bouts de films, des choses comme ça. Et moi, je vais proposer un espèce de petit medley et un petit mélange de trucs comme ça qui vont déjà poser des questions. Voilà, ça va permettre de remettre les... On se dit, OK, ah ouais, on va travailler là-dessus. Il y a cette approche... d'abord de transmission, d'être sûr qu'on va parler de la même chose. Et ensuite, là, on va écrire ensemble le récit. Mais avant d'écrire le récit, il y a aussi un petit truc, et ça, je pense que c'est très important, il y a la phase de déstabilisation, qui est lié... là, on est sur de la prospective. Enfin, le design fiction, ça a quand même une vocation c'est quand même un outil de prospective un peu particulier, mais ça reste de la prospective. Donc, il s'agit d'établir ce qui peut advenir dans le futur. Et donc, forcément, on ne peut pas passer à côté des données, des rapports du GIEC et compagnie. Et qui sont, pour le moment, ont des visions plutôt noires. Et donc, il faut souvent... Il y a cette phase de déstabilisation qui est... le frottement au réel. Ouais, enfin, c'est même violent parce que là, on peut avoir des phases de solastalgie, on peut vraiment avoir des gens qui sont dans le rejet, le climato-scepticisme, ça existe, essentiellement parce que le cerveau n'est pas câblé pour le long terme. Et donc, si on commence à dire... c'est triste à dire, mais l'humain n'est bon que dans l'urgence. On va revenir sur votre usage du design fiction et on va parler de cas pratiques que vous développez. Est-ce que vous pouvez nous donner, vous avez parlé d'artefacts, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, des types d'artefacts que vous avez pu produire ou vous produisez avec Alors, ouais, bien sûr. Il y en a plusieurs. Alors, il y a une étude qui m'a un peu lancé sur le sujet du design fiction d'ailleurs, qui était du coup lié à des institutions qui étaient avec l'agence d'urbanisme l'agence de développement et d'urbanisme de l'île Métropole, la DULM, et qui m'a demandé juste avant les confinements du Covid d'ailleurs, c'était marrant, de travailler sur la métropole en 2050. Et il y a eu les confinements, machin, nanana. Et puis, on est revenu dans le lourd en 2021. Et là, on a commencé à travailler sur 5 situations différentes, un peu caractéristiques de la métropole lilloise. Et donc, dans les artefacts, par exemple, on est parti sur c'est des artefacts au sens large, du coup. Hein. Par exemple, la Deule est devenue il y a une énorme étendue d'eau qui est devenue le Delta Deule. Donc, on a créé un grand lieu de tamponnement lié notamment à l'impact potentiel des pluies diluviennes qui vont arriver de plus en plus. Sachant que l'île est très, très, très mal équipée. Disons que la ville aujourd'hui, s'il y a des pluies équivalentes à celles des moussons, comme ce qui est prévu, c'est pas dit qu'on se retrouve face à des inondations chaque année, quoi.
Donc il faut anticiper ce genre de truc. Et donc là, effectivement, le Data Doll était... on a cette contrainte qui est liée au réchauffement climatique. Et du coup, comment on peut inverser les choses pour que ça en devienne un élément du paysage du territoire hyper intéressant. Après, par exemple, la Grand Place. On a fait un peu un tour de force dans les villes des Flandres intérieures. Les places des villes sont minérales. Or, la Grand Place, là, on a dit, non, ça va pas être minéral, on va en faire un parc urbain. Et l'avantage par rapport à d'autres folies qu'il peut y avoir, c'est que là, il y a un parking en souterrain. Donc, le parking en souterrain, il est parfait pour servir de fosse pour des arbres, pour que le système racinaire puisse se développer rapidement. Et puis, on a pérennisé aussi la Grande Roue, qui est là pendant les fêtes de Noël, mais qui devient un speed bar, le bistrot. Ça parle aux Lillois. Oui, et moi, ça, c'est ma touche aussi, qui est vraiment très personnelle. Design fiction, je ne vais pas dire que je suis un clown, mais il faut raconter un peu des choses drôles, parce que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est des proches. Mais l'humour, c'est aussi quelque chose qui permet d'être impactant. Voilà. Et dans un groupe, si on rigole à un moment, on va se faire la petite blague, mais sauf que cette petite blague, ça va devenir une petite graine qui résonne et qui va résonner entre collègues, qui va résonner après dans les familles, et puis dans les discussions, dans les apéros. Est-ce que le design fiction, qui est un terme un peu nouveau quand même, est-ce qu'il arrive jusqu'aux décideurs? Est-ce que ça commence à avoir une empreinte? Le terme en lui-même, je pense que ça commence à être un peu... il commence à être un petit peu démocratisé. Mais c'est très difficile de... Enfin, là, déjà, en vrai, moi, je n'utilisais pas le mot design fiction, j'utilisais spéculation narrative. Avant que je comprenne que ce que je faisais, ça avait déjà un nom. Donc, du coup, voilà. Donc, il y a aussi design critique, il y a aussi... ce qui est intéressant dans le design fiction, voilà, c'est... peut-être la petite nuance, c'est qu'effectivement, on va fabriquer un objet, quelque chose qui est fait par l'humain, et qui va avoir un impact sur une société, un impact sociétal, un impact sur une société, et c'est là où on va extrapoler les choses, et c'est là moi je trouve que c'est ça qui est pertinent, c'est dans le présent, on est là, on écoute les signaux faibles, hop, on en parle, on en discute, et ça, qu'est-ce que ça pourrait être, et tout. Et puis là, ça chemine, et collectivement, on arrive à se dire, mais tiens, et si on faisait un canapé qui marche tout seul? Bon, c'est complètement con, mais en fait, pourquoi pas, sur une logique... Merci Philippe Paoli. Merci. Respirons 2 secondes. Philippe Paoli vient de nous expliquer la méthode, les ateliers, les artefacts, les scénarios, comment on fait imaginer l'impossible à des équipes. Mais là, vous vous dites peut-être, c'est bien joli tout ça, mais concrètement, dans ma start-up, mon entreprise, mon projet, comment je passe de l'atelier sympa au vrai business? C'est exactement la question qu'on va explorer maintenant. Parce que le design fiction, ce n'est pas que pour les grands groupes, ce n'est pas réservé aux consultants ou aux artistes, c'est un outil que les entrepreneurs s'approprient, surtout dans la tech et surtout dans l'UX. Prenez n'importe quelle start-up qui cartonne. Airbnb a commencé par imaginer un monde où les gens louent leur canapé. Uber a prototypé un futur où n'importe qui devient chauffeur. Spotify a créé des playlists pour un monde sans CD. Ils n'ont pas attendu d'avoir le produit parfait, ils ont d'abord créé la fiction, testé l'idée, validé le besoin. Puis seulement, ils ont codé. Dans les Hauts-de-France, cette approche prend racine. À Lille, une nouvelle génération d'entrepreneurs l'adopte. Ils ne développent plus dans le vide, ils prototypent des futurs. Guillaume Bécourt en est l'exemple parfait. Après 6 ans chez Epic & Pock à imaginer la mobilité connectée, il lance User Shaker avec une stratégie 100% design fiction. Regardez leur site, c'est troublant. Pas de produits visibles, pas de fonctionnalités listées, juste les mots « Spoiler, you'll wonder how you ever managed without it ». C'est du pur design fiction appliqué au marketing. Créer le désir avant le produit, faire imaginer l'usage avant de le montrer, tester l'appétit du marché sans rien développer.
Ce que Guillaume a compris, c'est que l'innovation ne part plus de la technique, elle part de l'imaginaire utilisateur, du scénario d'usage rêvé, de la friction quotidienne qu'on veut éliminer. Chez Epic & Pock, il a designé des interfaces pour des objets connectés, des tableaux de bord pour voitures autonomes, des apps pour gérer sa mobilité en 2030. Des produits qui n'existent pas encore. Cette expérience lui a appris une chose. Le futur ne s'invente pas dans les specs techniques, il s'écrit dans les scénarios d'usage, dans les histoires qu'on se raconte. Maintenant, imaginez, appliquez ça à votre projet. Au lieu de vous demander quelle feature développer, vous vous demandez dans quel monde mon produit existe. Au lieu de comment faire mieux que la concurrence, vous explorez et si la concurrence n'existait pas. Au lieu de quel est mon marché cible, vous imaginez qui serait mon utilisateur dans 10 ans. C'est ça, le pouvoir du design fiction entrepreneurial. Pas prédire, pas deviner, mais prototyper des possibles pour choisir celui qu'on veut construire. Guillaume Bécourt a fait ce chemin de designer d'interface à créateur de futur, de l'UX traditionnel au design spéculatif, de Epic & Pock à User Shaker. Comment utilise-t-il concrètement le design fiction? Quel scénario a-t-il prototypé avant de lancer? Comment teste-t-il ses hypothèses avec cette méthode? Quelle app mystérieuse prépare User Shaker pour 2025? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bonjour Guillaume Bécourt. Bonjour Mathieu. Guillaume, vous avez cofondé User Shaker, dont vous êtes également le Chief Experience Officer. Avant ça, vous êtes déjà à l'origine d'Epic & Pock sur la mobilité intelligente et l'Internet des objets. Alors, comment est-ce qu'on passe du design d'interface au design fiction? Comment est-ce qu'on passe du présent au futur? C'est assez naturel en fait. Parce que les interfaces, c'est un outil principal pour l'interaction entre les humains et des produits. Et en fait, quand on dessine des produits, on se rend compte que le champ des possibles, il est encore plus large que ces écrans. Il y a des lumières, il y a des capteurs, il y a des choses qui bougent. Et en fait, on a envie aussi de les intégrer dans cette expérience utilisateur. Et la particularité des produits, c'est qu'ils ne sont pas disponibles tout de suite. Il faut payer pour les industrialiser, pour les tester. Donc, forcément, on se projette à un horizon à plus ou moins long terme. Et de là vient l'intérêt du design fiction, c'est qu'il va se permettre de designer ce produit, l'expérience du produit, dans un futur plus ou moins lointain. Est-ce qu'il y a eu un projet, un moment particulier où designer le présent vous suffisait plus, vous vous êtes rendu compte de ça? Non, pas de projet spécifique, mais plutôt une accumulation sur 15 ans dans l'industrie automobile principalement, où on voit qu'on est on est frustré par l'ancrage au présent. On a beau travailler sur des projets, une voiture sort à minima dans 7 ans, donc on a beau travailler sur des projets qui sont forcément dans le futur, très vite on est raccroché par les contraintes techniques, politiques actuelles, etc. Et donc c'est cette envie de défixer les équipes pour lequel est venu en fait cet attrait pour le design fiction. Alors, entre l'UX classique que vous avez pratiqué et le design fiction, qu'est-ce qui change d'après vous dans l'approche? Est-ce qu'il y a une philosophie différente, une méthodologie différente? Je ne dirais pas qu'il y a une méthodologie différente. Le point de départ, c'est le même. C'est le parcours d'usage, le parcours utilisateur. Par contre, on va rajouter le fameux « et si » qui va tout changer. On vient changer le paradigme. Alors, et si les voitures volaient? Et s'il était interdit d'utiliser son smartphone dans la rue? À chaque fois, on va créer des scénarios alternatifs à ce qu'on connaît. Et c'est ça qui va en fait changer. Après, on retourne dans un process de design, c'est-à-dire somme toute classique, et voire même un process de développement qui l'est encore plus. Le SI, on dirait que vous l'avez appliqué à votre propre structure, User Shaker, qui est assez mystérieux. C'est une stratégie délibérée d'intriguer comme ça? Alors, d'abord, c'est parce que c'est les débuts. Donc, au début, on n'a pas non plus... on a beaucoup de scénarios à montrer. Donc, pour ne pas choisir, on réunit tout ça. Et puis, c'est aussi c'est une promesse, User Shaker. C'est qu'on va secouer, Shaker, la création de produits. Et donc, c'est la promesse, voilà, c'est qu'on va promettre quelque chose on va permettre de faire quelque chose qui va être différent, qui va aller plus vite et surtout qui va donner de meilleurs produits. Et pour arriver à cette solution, est-ce qu'il y a plein de scénarios qui sont jetés à la corbeille avant? Comment on en arrive là? Alors pour User Shaker, non, il n'y a pas eu plein de scénarios à la corbeille. C'est pas le nombre de scénarios qui donne la qualité du projet, c'est la quantité d'itérations.
plus on peut itérer, plus on peut recommencer, affiner. C'est là où on va donner de la valeur. Et donc, on est vraiment dans cette notion de tester, prototyper rapidement, faire réagir les gens, les utilisateurs, les collaborateurs, et itérer, donc ramener une nouvelle proposition de valeur. Et concrètement, ces prototypes-là dont vous parlez, ils ressemblent à quoi? C'est de la vidéo, c'est des maquettes, c'est des récits Alors nous, on va être c'est un outil informatique en SaaS, Software as a Service, donc c'est une interface web. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Et en fait, ça va être un agrégateur qui vient derrière déclencher des événements, connecter des composants et surtout en décrire les interactions en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas une interface web aujourd'hui, un site web très aguicheur d'un point de vue. On montre pas beaucoup de produits parce que notre produit aujourd'hui c'est un outil. Et deuxième point, c'est que ce qu'on fabrique avec notre outil aujourd'hui pour nos clients, c'est confidentiel parce que c'est pas dans la rue, donc on peut pas le montrer. D'accord. Un scénario, les scénarios que vous élaborez, ils doivent quand même correspondre à des besoins. C'est le but principal. En fait, on va partir d'une analyse du scénario d'aujourd'hui. On va introduire ce SI. Donc, ce SI va venir d'où? Il va venir d'un contexte qu'on comprend. Donc, ça peut être de la géopolitique, ça peut être du climat, ça peut être de la concurrence. On va aussi regarder par rapport au scénario d'usage quelles sont les opportunités ou les pain points. Donc, qu'est-ce qui va donner cette friction à l'usage? Et en fait, c'est à partir de ça qu'on va commencer à se donner un nouveau brief. Et si ma voiture n'avait plus de volant? Et si je ne pouvais pas regarder mon téléphone quand je marchais dans la rue? Voilà. Et à partir de ça, on va pouvoir créer une nouvelle histoire. C'est le point de départ, c'est vraiment l'histoire, le storytelling. Comment vous faites adhérer des équipes qui peuvent être très dans l'opérationnel, des équipes techniques par exemple, à des démarches des démarches spéculatives comme ça? C'est justement ce storytelling qui est hyper intéressant parce que tout le monde sait raconter une histoire, ou en tout cas tout le monde est acculturé à raconter, à écouter des histoires. Donc on fait rentrer les gens par les histoires, on leur fait même réfléchir à l'histoire de leur propre métier, de voir où est-ce qu'on peut aller tirer sur des choses qu'on connaît pas forcément. Et puis après, comment on les raccroche derrière, c'est leur donner une feuille de route hyper claire. À l'inverse, on sort de cet univers un peu fantasmagorique ou de projection pour arriver à quelque chose de très concret, dire, voilà, toi ingénieur, toi développeur, toi designer, voilà ce sur quoi tu dois travailler aujourd'hui. Et le chemin là d'un scénario fictif à une vraie solution, une vraie app, quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui se passe entre deux? Alors, il y a donc déjà cette analyse, cette compréhension de l'existant, et ensuite cette projection, donc raconter une histoire. Et en fait, là, tout le travail, et c'est là-dessus que nous, on met les efforts aujourd'hui, c'est de convertir cette nouvelle histoire en une description détaillée. Donc, quelles sont les étapes de l'usage et quels sont les composants techniques, donc ça va être du physique, du digital, qui vont rentrer en œuvre dans la création de ce nouveau produit. Et en fait, à partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du prototypage, plus ou moins rapide. Donc, plus on est au début, plus on fait du rapide pour en faire souvent. Et à la fin, on va essayer de créer l'adhésion, soit des clients, mais d'abord, en fait, il y a une vraie adhésion à créer, c'est de créer l'adhésion de ses pairs et ses collègues, et souvent celui qui paye. Alors, vous aimez le futur, Guillaume Bécourt, mais je vais vous ramener un tout petit peu dans le passé. Chez Epic & Poc, vous travaillez sur la mobilité intelligente. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des prototypes de futur que vous aviez envisagés? Bien sûr. Bon, il y a le classique, tout le monde a travaillé dans l'automobile, hein, la voiture autonome, Bien sûr. qui challenge beaucoup. On a aussi beaucoup travaillé sur les passagers arrière, qui sont un peu les grands oubliés de l'industrie automobile depuis quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on peut ramener comme contenu? On a aussi des nouveaux usages. Typiquement, voilà, on parlait d'Uber. Ça a ramené une nouvelle façon d'utiliser la voiture. Et puis aussi, à l'inverse, sur des choses beaucoup plus immersives, comment on crée des univers à l'intérieur de cet univers contraint qui est l'objet voiture. Et qu'est-ce qu'on peut faire voyager les gens tout en étant à l'intérieur de la voiture. Est-ce que vous avez eu des intuitions qui vous semblaient géniales et qui se sont révélées impossibles dans la réalité? Il y en a plein. Les débuts de l'IA, il y a 15 ans, dans l'automobile, avec des assistants, c'était assez risible. On partait sur des choses qui n'étaient pas faisables de toute façon. Après, si on est un peu plus terre à terre, une innovation technique, elle va souvent souffrir de sa capacité, de son incapacité à être prototypée.
ou que ça coûte trop cher. S'il faut mettre des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans un prototype, ça va coûter de l'argent. Et un autre frein qu'on voit généralement aux bonnes idées, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans la smart home. En fait, c'est des guerres d'écosystèmes de politique. Donc, en fait, on n'est pas forcément sur des usages. Le problème, c'est pas les usages, c'est surtout en fait ce qu'il y a autour, mais qui font partie intégrante du projet. Vous avez dit que ça pouvait coûter cher de développer des prototypes. Qu'est-ce qui fait qu'un scénario, qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'un scénario mérite d'être développé et que celui-là, il faut le laisser de côté? Alors, bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on travaille avec des équipes d'experts, souvent, donc des gens qui connaissent leur métier. Donc, déjà, il y a une adhésion du groupe qui est un facteur assez important. Ensuite, nous, on s'amuse souvent à scorer ces scénarios en disant, OK, plausible, peu plausible. Et un outil qui est intéressant, c'est de faire toujours les contraires. C'est j'autorise, j'interdis. Et en fait, souvent, on est le juste milieu et pas trop mal. Alors, on est ici tous les deux à Euratechnologies, dans la métropole. On peut parler de pleine image, de Euracreative. Est-ce que, d'après vous, l'écosystème lillois, régional, mais plus largement national, est-ce qu'il est mûr pour le design fiction? Il est mûr. De toute façon, dans l'industrie, on voit que ça arrive. Il y a un besoin. Pourquoi est-ce qu'on est mûr? Parce qu'il faut dérisquer. En fait, l'innovation, la création de produits, l'entrepreneuriat, c'est un risque. Qui plus est, quand on travaille sur des objets physiques. Et donc, nous, ce qu'on permet aujourd'hui, c'est avec le design fiction, c'est de se projeter et donc de diminuer le risque parce qu'on a fait ce travail de défixer, en fait. Le vrai problème de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, du patron d'innovation, c'est ses biais et c'est sa réalité. Et nous, on veut être sûr que l'on travaille sur des produits qui vont arriver dans 10 ans avec le contexte dans 10 ans. Si on travaille le produit dans 10 ans avec un objet qui a 10 ans déjà, ça crée 20 ans de décalage. On est à peu près sûr de se tromper. Faisons un petit peu le petit guide du designer. C'est quoi, d'après vous, la plus grosse erreur quand on fait du design fiction en start-up, par exemple? Alors, 2 choses. Déjà, le designer, il est au service d'un projet. C'est-à-dire qu'il a des entrées, il a des sorties. C'est pas le design, c'est pas le projet. On est là pour servir à la création d'un produit, la création d'une entreprise. Ensuite, je pense que le plus gros danger pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est la notion de timing. C'est est-ce que je vais faire de la fiction trop lointaine, parce que là, je verrai sûrement jamais, je vérifierai jamais si ça marche, ou au contraire, je suis resté trop dans un passéiste finalement, et je vais louper un truc, je vais louper un nouveau concurrent, je vais louper une nouvelle techno qui vont être clivantes, et donc le temps que je développe mon produit, je suis à côté de la plaque. Donc le vrai risque aujourd'hui, il est là, c'est sur ce potard sur le timing. L'égocentrisme et le timing, les deux. Ouais. Les 2 erreurs. Qu'est-ce que vous dites quand vous croisez un entrepreneur? Comment vous lui parlez du design fiction et comment vous pouvez l'inciter peut-être à s'en emparer? D'abord, je lui dis que la première étape qui est de réfléchir à son parcours d'usage et de se projeter sur l'usage futur, elle coûte pas très cher, elle prend pas beaucoup de temps et elle est ultra bénéfique. Donc cette première étape de se projeter, et elle est vraiment très accessible. Donc, faut y aller. On doit pouvoir passer une demi-journée, une journée sur son futur usage. Ensuite, le prototypage, les boucles d'itération. Il faut aussi bien comprendre à quoi ça va nous servir. Chez un grand groupe ou pour un entrepreneur, ça va pas être la même chose. Et là, il faut bien doser les investissements. On parle d'investissement. Mais moi, j'incite vraiment, typiquement dans la cohorte d'incubation, j'incitais tous mes collègues à venir tester, à discuter, en fait, de passer 1 heure, 2 heures pour leur donner des clés pour se projeter, en fait. Alors, tout ça ressemble à une leçon d'optimisme. Est-ce que vous êtes vous-même optimiste, et notamment pour la façon dont on innove, notamment dans la région? Oui, forcément. Enfin, si on n'est pas optimiste, on arrête tout de suite. Optimiste et naïf. Mais non, mais nous, on est convaincus que c'est aussi pour faire des meilleurs produits et que de toute façon, on est contraint à faire des meilleurs produits parce que ça coûte tellement cher. On parle de réindustrialisation, mais il faut déjà industrialiser des bons produits. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, on va être contraint, mais on va y arriver. L'avantage, c'est qu'on a la puissance de fabrication, quoi. Pour terminer, Guillaume Bécourt, je voudrais quand même lever un peu le voile sur cette app User Shaker. Elle changera quoi dans nos vies quotidiennes? Alors, dans la vie des innovateurs, elle va permettre d'accélérer
et de donner un cadre en fait à ce moment de départ où on a tellement de choses à faire dans la création de produits qu'on pense à toute fonctionnalité. Et donc là, c'est de donner un fil rouge qui va permettre de créer, qui va le permettre d'outsourcer, de faire travailler des gens à son projet, parce qu'on ne va pas faire tout. Donc, on va pouvoir sourcer du marketing, du site web, de la conception de produits. Et puis, c'est surtout quelque chose qu'on va garder en tête, donc qu'on va pouvoir tester et réitérer. Donc, c'est ça que ça va changer, c'est de donner un peu une ligne droite à suivre, même si la ligne droite fait beaucoup de boucles. Merci pour la direction, Guillaume Bécourt. Merci de m'avoir reçu. On vient de plonger dans un monde fascinant, celui où l'imagination devient méthode, où la fiction devient stratégie, où le futur devient matière première. Avec Philippe Paoli, on a compris la mécanique, les ateliers, les artefacts, les scénarios, comment faire émerger des futurs possibles, comment les matérialiser pour mieux les débattre. Avec Guillaume Bécourt, on a vu l'application, comment une start-up utilise ses méthodes, comment on teste un marché sans produit, comment on valide un besoin par la fiction. Point à retenir, le design fiction n'est pas du luxe, c'est un outil de réduction du risque. Prototyper des futurs coûte moins cher qu'échouer avec un vrai produit. Deuxième point à retenir, tout le monde peut s'y mettre. Pas besoin d'être artiste ou philosophe. Juste se poser la question « et si ?» et matérialiser la réponse. Troisième point, c'est particulièrement puissant dans la tech, parce que la tech va vite, parce que les usages évoluent, parce qu'il faut anticiper, pas subir. Quelques repères pour situer le mouvement. 120 initiatives de design fiction documentées en Europe depuis 2015. 23 projets publiés en France. 4 à 8 semaines pour un processus complet. 62% d'amélioration du taux de succès avec ces approches. Dans les Hauts-de-France, Pleine Image intègre le design fiction dans ses formations. La MEL l'utilise pour penser la métropole de 2040. Les incubateurs commencent à proposer des ateliers. User Shaker montre la voie aux startup tech. Guide pratique, comment commencer. Pour les entrepreneurs, commencez par un « et si » sur votre marché. Créez 3 scénarios d'usage fictif. Testez-les auprès de votre cible. Itérez avant de développer. Pour les entreprises, organisez un atelier avec vos équipes. Projetez-vous à 5-10 ans. Créez des artefacts du futur. Utilisez-les pour votre stratégie. Pour les étudiants, expérimentez sur vos projets. Créez des prototypes fictifs, racontez des histoires, testez, apprenez, recommencez. À tous les entrepreneurs qui nous écoutent, arrêtez de développer dans le noir. Arrêtez de parier sur des intuitions. Commencez par imaginer, par prototyper, par tester. À toutes les entreprises qui innovent, le futur n'est pas à deviner, il est à écrire, à débattre, à choisir. Le design fiction vous donne les outils. À tous les étudiants qui créent, n'attendez pas d'avoir les moyens. L'imagination ne coûte rien. Les meilleures innovations commencent par « et si ». Le design fiction, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode, un processus, un outil. Mais c'est surtout un état d'esprit, celui qui refuse la fatalité technologique, qui questionne avant d'accepter, qui imagine avant de construire. User Shaker l'a compris, ils ne vous disent pas ce que sera leur app, ils vous font rêver de ce qu'elle pourrait être. Et c'est peut-être ça le futur du business. Ne pas vendre des produits, mais des futurs possibles, des histoires à vivre, des mondes à habiter. Dans le prochain épisode, on change de registre, on quitte l'imaginaire pour le concret. On parle low-tech, frugalité, innovation inversée. Comment faire mieux avec moins? Comment innover en simplifiant? Comment la contrainte devient créativité? On recevra Vincent Abar et Benjamin Dufossé pour comprendre que parfois, le futur n'est pas dans le toujours plus, mais dans le juste assez. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Alan Kay a dit... Le design fiction le permet. À vous de jouer. Merci de nous avoir suivis.